Donc Thomas, Julien, donc, Thomas, responsable du service containerisation. Et le product owner de l'équipe. Donc la plateforme team de containerisation à la SNCF. Voilà. Et on va parler de supply chain de containerisation. Quelque chose qui nous a pas mal et qui nous occupe. En gros, ce qu'on va brasser, c'est un retexte sur Log4j. Globalement, c'est comment on a vécu Log4j chez nous sur la partie containerisation. Voilà. Et globalement, comment on a traité ça et qu'est-ce qu'on a mis en place rapidement derrière pour justement vivre ce genre de situation un peu nulle. Globalement, quand on regarde tout ce qui est raconté dans les sujets de supply chain, ce qui n'est pas très bien expliqué, en tout cas, moi je trouve qu'elle ne raconte pas bien, c'est comment on fait quand on a ce petit bonhomme-là. En gros, quand on a produit quelque chose à l'instant T, tout est vert, tout est bon, on a tout signé, on n'a pas de CVE, etc. Mais un conteneur, ça vieillit mal. Et donc, du jour au lendemain, on peut se retrouver avec 10 000, 15 000 conteneurs qui sont infectés avec Log4j, par exemple, qu'il faut remédier en masse. Comment on fait ça? Parce que la promesse de Docker, c'est de dire on reconstruit une image et on la redéploie en production. Ça, c'est vrai pour des entreprises qui sont très agiles, mais quand on est un gros groupe comme SNCF, on n'est pas forcément hyper agile. Donc, c'est plutôt compliqué à mettre en musique, cette partie-là. Ce qu'on ne racontera pas, c'est tout le reste. Toute la CI/CD, tout ce qu'on a en place, etc., en termes d'outils. On ne parlera pas de la partie construction applicative, les librairies, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la partie conteneur et comment on trace tout ce qui est déployé. Mais globalement, on a du Jenkins, on a Artifactory, GitLab, etc., etc. On est dans les standards de la plupart des gens. Contexte SNCF, donc nous, on est ISNCF Solutions, c'est en gros l'entité interne qui sert toutes les DSI internes du groupe SNCF. On couvre tout ça, en gros des postes de travail jusqu'à l'AR, VR et innovation et recherche globalement. Un gros socle de cybersécu qui nous couvre sur tous les domaines. Et nous, on est à peu près par là dans les infrastructures et gestion des applications. En gros, on fournit les plateformes Kubernetes, les plateformes de containerisation pour l'ensemble du groupe. Globalement, en termes de chiffres, etc., on a à peu près une dizaine de DSI internes qui sont tous organisés différemment. On en a qui font du DevOps, on en a qui font de l'intégration toute classique, il y en a qui ont un petit intégrateur dédié sur un point de bureau, il y en a qui font des applications et qui les font tourner en production et qui ne les bougent plus pendant 5 ans. On a à peu près tout, toutes les organisations possibles. C'est 20% à peu près des projets SNCF qui sont containerisés aujourd'hui. Et on a à peu près 130 clusters Kubernetes qui tournent, 700 nœuds Kubernetes et l'équivalent en Docker Engine sur des VM. On joue avec les deux types d'infrastructures. Voilà. Docker, historiquement sur VM, c'est ce qui est arrivé plutôt chez nous. Donc on a un gros historique avec ça et on a aussi maintenant les plateformes Kubernetes. Et c'est ce qui croît le plus, ça c'est le nombre de nœuds Kubernetes qui tournent. Voilà. Globalement, tous les ans, à peu près, on est à peu près à 100% de croissance, entre 50 et 100% de croissance tous les ans là-dessus. Et du coup, nos conteneurs, aujourd'hui, on en a à peu près 24 000 qui tournent dans le SI. Ce qu'on voit là-haut, c'est qu'en fait, on fait majoritairement du Java. Donc, quand on a eu Log4j, je ne vous explique pas la fête que c'était. Globalement, on a presque eu la moitié de nos 24 000 conteneurs qui étaient pétés. C'est ça qui s'est passé. On fait donc tout dans notre usine logicielle, qui est globalement en mode air-gap, avec Artifactory, des Nexus et Co. Donc, ça a bien été expliqué tout à l'heure avec la façon de proxifier depuis Artifactory ou Nexus, depuis Internet, et de remettre en interne SNCF. C'est pour ça que c'est air-gap, comme ça. Et on a un catalogue d'images internes, parce que du coup, dans les pratiques qu'on a, c'est qu'on ne laisse pas tout le monde se servir sur Internet, en termes d'images Docker, des bases d'images Ubuntu, Node, Apache, etc. C'est nous qui gérons le catalogue, et on a à peu près 200 références d'images. Parce que ça va hyper vite, donc majoritairement, c'est
tout tourne autour de Java, mais on a aussi plein de petites technos un peu obscures, des besoins spécifiques pour des projets. Donc, on a un catalogue qui est assez gros. Et globalement, on a 1200 tags d'images Docker dans notre catalogue qu'on suit et qu'on maintient. Ça fait un beau petit monde à suivre. Ok. Voilà, maintenant je vais vous parler en fait de ce qui s'est passé lors de la crise de Log4j et PowerShell et tous ces petits copains qui sont suivis derrière. Le premier constat qu'on a vu, c'est que le client a toujours raison. Lors des réunions de crise qu'on a fait et des différentes réunions de sécu qu'on a fait donc, pour aborder ce sujet-là, là on a un petit florilège de tout ce qu'on a eu, enfin, quelques exemples en fait, de ce qu'on a eu de réponse des projets. Autant il y a des projets qui sont dynamiques, qui s'emparent bien de la problématique sécu et donc qui font avancer les choses, mais il y en a d'autres, soit par manque de maturité pour appréhender le sujet sécurité, ou ben voilà, est-ce que vous pouvez patcher mes serveurs ou faire du swap playing en fait, sur les images pour combler rapidement les failles de sécu, ou encore des problèmes organisationnels où bah, j'ai pas le temps, j'ai pas les budgets, ou derrière pour pouvoir patcher tous mes GitLab, ça va être un peu compliqué. On est en réunion de crise. Ouais. C'est ce qu'on entendait en réunion de crise. Du coup, nous on a une registry donc, qui héberge en fait, toutes les images Docker et on n'utilise que des images officielles, comme on disait tout à l'heure. Mais c'est pas parce qu'on utilise des images officielles qu'elles sont forcément clean et on s'est aperçu, donc, surtout durant cette crise, avec les inventaires, qu'une image officielle, ça peut embarquer énormément de CVE et ça crée en fait, énormément en fait, de stades. Du coup, quand on a filé les informations aux différents projets, forcément, là, on passe pour les méchants, les satanistes de l'IT. Du coup, qu'est-ce qu'on a mis en place et le travail qu'on a fait? L'idée, c'était d'identifier donc sur tout le parc en fait, de nos images déployées, quelles étaient celles qui étaient infectées, qui les utilisait, derrière, pouvoir les classer par technologie et créer en fait, des plans de remédiation selon les produits. Et à ce moment-là, on a commencé à communiquer auprès des projets pour leur dire voilà, qu'est-ce que vous avez d'infecté, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier en fait les problématiques de ces virus. Et on rentre dans un cycle qu'on pensait au début simple, communiquer, leur dire ce qu'il faut faire un état des lieux, laisser passer un peu de temps, recommuniquer et boucler comme ça. Et ça nous a pris énormément de temps en fait, pour réaliser en fait, tout ce travail-là. Parce que Log4Shell, ça touchait Java, donc ça touchait les projets qui étaient en Spring, donc les côtés projets, mais ça touchait aussi Hazelcast, donc qui est distribué en images, et toutes les technos qui portaient du Java à l'intérieur, en fait, on a dû réévaluer tout. Toutes les versions, trouver les correctifs sur toutes les technos qui sont à base de Java qu'on avait déployés en fait. Et expliquer à tout le monde, pour chaque cas, qu'est-ce qu'il fallait faire. Voilà. Et on a répété le truc. Ouais. Ça nous a pris énormément de temps et d'énergie. Donc, le catalogue d'images qu'on a dans le précis. Donc, comme on disait tout à l'heure, on utilise essentiellement des images donc, officielles qui sont validées par un comité en interne pour valider par un comité interne pour ne pas donc, multiplier les technologies et se disperser au niveau technologie au sein du SI. Derrière, donc, on a 200 pipelines qui donc, importent toutes ces images de tous les jours, ça les check, etc. Donc, images donc, à la fois donc, open source, à ce moment-là, donc, tout ce qui est maintenant, c'est fait par la communauté open source, ou des images éditeurs plus spécifiques, et là, on a un support qui peut nous aider en fait, sur la maintenance des images. Donc, comme je disais, on importe les images officielles, et derrière, on leur met une petite couche qu'on appelle de vernis. C'est que soit donc, pour injecter en fait, des petites fonctionnalités de configuration, des time zones, des users, new routes, etc., pour pouvoir faire fonctionner l'image, et surtout, en fait, des labels qui vont nous permettre après de tracer toutes les images déployées en fait, sur notre SI. L'idée, c'est de ne pas trop modifier l'image éditeur pour garantir en fait, son fonctionnement et qu'on n'ait pas un trop décalage une fois qu'on a reconstruit l'image. Donc là, par exemple, un exemple de Dockerfile, des images en fait, qu'on reconstruit par rapport à l'image éditeur. Voilà, on y injecte typiquement des labels, quand est-ce qu'on a importé l'image, quand est-ce qu'on l'a réhabilité, etc., diverses petites informations comme ça. C'est des labels très importants qui nous permettent, comme je disais, de tracer en fait, ces images déployées en fait, sur notre SI. Ok.
On l'a vu dans la remédiation, on était en crise. Donc, du coup, on s'est rendu compte qu'on avait un super scanner qui était Privy, qui était dans Arbor, et qu'en fait, les projets étaient autonomes pour regarder ça tranquillement, puis ils manageaient leur sécurité tout seuls comme des grands. Et puis bref, on a passé 6 mois à faire des fichiers Excel de fou, à les mettre à jour, etc. C'était une galère, sans nom. Donc on s'est dit, bon, on va essayer de faire un peu mieux. Et globalement, suite à ça, on avait besoin de gérer 3 choses. C'est vraiment ça qui était important d'un point de vue opérationnel. C'est nous, en tant que fournisseur d'images, de catalogue d'images, on avait besoin de savoir déjà nous, précisément l'état CVE de notre catalogue. Voilà. Qu'est-ce qui est infecté, par quel CVE, etc. Est-ce qu'on a des versions qui sont distribuées, qui corrigent les problèmes ou pas, etc. Ça, c'était un truc qu'il fallait qu'on ne fasse plus à la main. Il fallait aussi qu'on gère l'obsolescence de nos images. En gros, on a 1200 tags aujourd'hui dedans. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui n'est plus mis à jour upstream par les communautés open source. On se base sur les communautés open source pour ça, pour les mises à jour. Et le taux d'utilisation de nos images pour savoir quand est-ce qu'on peut les enlever. Globalement, pour que ce soit, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est que ce soit graceful sur la suppression des tags. Et après, et surtout, avoir une vision très précise sur les images des clients. À qui appartient l'image, quelle image de notre catalogue est utilisée dans la partie from pour construire leur image, la date de distribution de l'image qui a été mise dans le build du client, voilà, les dates de fabrication des images clients, les CV critiques un peu partout. Et en fait, ça c'est hyper important, c'est pour savoir aussi qui remédie, quand, et qu'est-ce qu'il a utilisé comme version, etc. Parce que si on prend un exemple tout bête, Apache, l'image Docker Apache qui s'appelle HTTPD, ce qu'on utilise beaucoup, nous, c'est l'HTTPD 2.4. On ne prend pas la latest, ça, les latest, c'est interdit chez nous, mais on prend la 2.4. On ne va pas aller chercher la 2.4.53 ou la 2.4.55. C'est plus facile pour les projets de rester sur cette version-là. Et quand on fait ça, la 2.4 qui a 3 mois en arrière, ce n'est pas la même que la 2.4 d'avant-hier. Donc, il faut qu'on sache laquelle a été utilisée réellement. Ça, c'est important de le tracer pour faire les analyses. Parce que les projets ne savaient pas quand on a fait le projet. Quand on leur disait, vous avez une OpenJDK 11 qui est infectée, il faut la corriger. Alors, pas le projet peut-être une OpenSSL ou autre, il faut la corriger. Les gens nous disaient, on est déjà en OpenJDK 11. On disait, oui, mais vous êtes en OpenJDK 11 il y a 3 mois en arrière. C'est pas la même. Et ça, c'est hyper compliqué pour des gens qui n'ont pas l'habitude de manipuler ces concepts-là, c'est très compliqué. Du coup, ce qu'on a fait, on est resté dans la suite Office 365, on n'a pas fait de data lake, etc. On a fait une autre approche un peu plus simpliste. On est passé sous Power BI. Et globalement, on est allé croiser plein de sources de données. Nos assets de CFDB pour savoir qui est propriétaire de quoi. Des scripts un peu partout. Donc, sur les Kubernetes, on utilise Datadog qui est vachement pratique. Donc, avec des tags, on est capable d'identifier les images qui tournent et toutes les métadatas qu'on a insérées. Donc, dès l'import de notre catalogue, sur toutes les phases de construction dans la chaîne CI/CD, on a des labels qu'on réexploite et qu'on récupère une fois qu'ils sont là. Bon, sur les VM, on a un petit script, ça se fait bien parce que c'est sur des VM, ça fait à peu près le même boulot. Et sur la partie Arbor, ici, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va plutôt aller utiliser directement la base de données, parce que généralement, et ça c'est un peu un défaut de tout ce qu'on voit dans Artifactory, dans Arbor, etc. Il y a des API pour extraire les résultats de CVE. Le problème, c'est qu'on récolte avec ça une montagne de données. Une montagne de données, puisqu'on a les résultats CVE de toutes les CVE, de partout, dans tous les sens. Et après, on se retrouve avec la montagne qu'il faut nettoyer, etc. Et on part vite dans des sujets de data lake, etc. Machin. C'est très compliqué à mettre en œuvre. Du coup, l'idée, c'est que nous, on savait à peu près ce qu'on voulait chercher, ce qu'on voulait extirper de la partie registrie. On la connaît bien, on est mainteneur du projet dans le cloud native en partie. Donc, voilà, on s'est refait une surcouche des exporteurs particuliers sur Arbor pour pouvoir aller choper ça directement. On brasse tout ça et du coup, ça ressemble à quoi? Finalement, le premier niveau, puisque là, du coup, quand on parle de sécurité, on va toucher à la fois les RSSI, donc les responsables de sécurité de toutes les entités de notre DSI. On va aller toucher aussi les chefs de projet techniques qui doivent coordonner les opérations. Il faut qu'on explique aux développeurs ou aux intégrateurs quels sont les gestes techniques à faire. Donc, on a redécliné toute la suite comme ça, de haut en bas. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un premier mur de la honte où en fait, on affiche tous nos clients les uns à côté des autres avec toute une collection d'indicateurs pour leur dire s'ils sont bons ou pas, s'ils sont dans le coup ou pas.
Globalement, taux d'utilisation de notre registry, c'est déjà, est-ce que les images, elles transitent bien par chez nous? Est-ce qu'on est bien dans le sous-gouvernance? Est-ce qu'ils ne sont pas allés chercher des images depuis Internet? Globalement, directement, qui déploient directement dans nos infrastructures SNCF. Après, le truc qui est important, c'est les images construites inférieures à 120 jours. En gros, on le sait, les conteneurs, ça vieillit très mal. Donc, ce qu'on traque, c'est les projets qui sont morts, qui ne font plus de maintenance sur leurs images. Donc là, on a un premier niveau qui est 120 jours, on va le baisser au fur et à mesure, c'est juste pour les entraîner, ce truc-là. Et voilà, on traque l'activité récurrente. Donc, pour les projets en DevOps, hyper facile, ils réalisent très souvent. Pour les autres, c'est beaucoup plus compliqué. Le taux d'utilisation de notre catalogue d'images, pareil, est-ce qu'ils ne font pas de la bricole sur un poste de développeur pour se faire une base d'images un peu tordue avec une image obscure qui aurait été prise sur Docker Hub pour après injecter leur image applicative dedans? Donc là, on contrôle tout ça. On contrôle aussi le fait qu'ils sont bien sur les dernières versions disponibles qu'on met à dispo, sur l'obsolescence aussi. Est-ce qu'ils traînent toujours des conteneurs en node 12 ou en node inférieur à 12, par exemple? Ça, c'est pas bon. Donc ça, on le traque là. Et sur la partie CVE, le nombre de CVE critiques avec alerte à remédier. Donc ça, c'est les alertes CERT de notre CERT, donc côté cybersec, qui nous remontent une liste, une shortlist. Aujourd'hui, on en suit 7 à peu près, de CVE qui sont vraiment remédiés sur de l'OpenSSL, Log4j, etc., des trucs qui traînent vraiment. Et en fait, on leur indique que celle-là. Et on n'indique pas les centaines de CVE mineurs ou médiums, etc., qu'il y a dans leur compte. On leur fait pointer que celle-là. Et avec ces trois critères-là, ils reconstruisent régulièrement. Ils sont à jour sur les images de base de notre catalogue et ils n'ont pas d'alerte CVE critique. Globalement, on arrive à les mettre dans la dynamique. Ce n'est pas parfait, mais on passe d'un état où ils regardaient passer ça tranquillement comme ça dans leur chaise longue à une habitude de reconstruire les choses. Donc ça c'est valable. Le premier, c'est plutôt pour les RSSI, pour les chefs de projet. Et après, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on redescend jusqu'à l'image, en bas. Donc même globalement les mêmes indicateurs, mais image par image, on précise cette image Docker, elle est déployée sur une VM avec Docker ou sur une infrastructure Kubernetes. Et on rebalaye tout avec des indications un peu plus fines sur notre catalogue d'images. En disant, voilà, on a redistribué une nouvelle version d'Apache, par exemple, d'HTTPD, par exemple. Donc vous êtes désynchro, etc. On leur dit automatiquement là-dedans. Et pour notre catalogue d'images, ça c'est plus pour nous de manière pour le suivi. C'est en gros, on brasse tout notre catalogue d'images avec toutes les CVE qui existent. Et en fait, on sait dire, alors là c'est pour la 2022-2068, OpenSSL, pour chaque image qu'on distribue, quels sont les tags? Est-ce que l'image, déjà parmi les tags qu'on distribue, il y a eu un tag qui était infecté? Et quand on a des infections, est-ce qu'on a un tag qui corrige la vulnérabilité, des tags infectés, pardon, et des suggestions de tags qui sont clean par rapport à la CVE, automatiquement. Et comme ça, ça nous permet rapidement de faire un état des lieux sur nos 200 références d'images pour savoir, voilà, nouvelle CVE qui sort, forcément, on voit tout rapidement qu'est-ce qu'il faut qu'on creuse. Et c'est du coup, c'est à dispo pour les utilisateurs aussi. Donc, ils peuvent aller voir quelle image utiliser et qu'est-ce qui, quand on leur indique qu'il faut corriger. Et dernier truc qui est important, parce que ça, du coup, dire aux projets qui ne sont pas bons, c'est pas terrible. Ça ne suffit pas, parce qu'en fait, ça ne va pas les faire corriger. Ils vont dire, ah bon, on n'est pas bon. Voilà. On va s'arrêter là. Donc, vu qu'on est dans Power BI, après, on peut faire plein de croisements de données, tout ça, c'est fabuleux. Et on s'amuse à faire tout un tas de comparaisons entre, pour savoir, en fait, qui doit faire la remédiation. Ça, c'est le premier truc. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Globalement, c'est ça qu'on leur dit en plus. Alors, on va leur dire, vous n'êtes pas bon là, et voilà comment vous allez corriger. Et c'est ça qu'on arrive à sortir depuis le raffinement de toutes ces données-là. Soit par comparaison, on compare notre catalogue avec ce qu'eux construisent, et puis en fait, en fonction des layers, c'est très dockerien, ce truc-là, voilà, on est capable d'identifier qui est responsable, qui doit le faire. Donc globalement, à peu près 80% du temps, c'est des clients qui doivent corriger. Et là, on a tout. Alors là, c'est un camembert que je ne détaille pas parce qu'on n'a pas le temps, mais globalement, ce qu'il faut considérer, c'est que dans 65% des cas, les remédiations, elles sont faciles. C'est simplement qu'il faut faire une montée de version, une reconstruction technique de Docker. On a distribué une nouvelle HTTPD 2.4, il faut reconstruire à l'identique, globalement, et redéployer.
ou des changements d'indices mineurs, de patch, etc. C'est pas plus compliqué que ça. Et ce qu'on identifie aussi, du coup, ce sont les sujets d'obsolescence. En gros, des projets qui sont sur des technos qui ne sont pas mis à jour, qui sont plus mis à jour upstream. Donc, on a une CVE qui tombe, ils sont infectés, et de toute façon, la communauté open source a arrêté de maintenir. Donc, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils montent. Ça peut être des exemples, surtout notre qui m'est en tête aujourd'hui, mais on peut avoir plein de cas comme ça, sur des adopts OpenJDK, quand la communauté s'est arrêtée de faire du Docker, par exemple, et qu'a été toute la partie Docker a été reprise par Eclipse Murine, on s'est retrouvé dans des cas un peu tordus où on avait la majorité des projets qui étaient en OpenJDK, qui n'avaient pas migré sur Eclipse Murine, et du coup, on se paye des CVE sur l'OpenJDK qui n'est pas patché, qui n'est plus patché. Donc ça peut être problématique. Donc c'est ce qu'on met dans la partie obsolescence. Je fais le... Ouais. Et du coup, ça nous a permis aussi, alors ça c'est des trucs un peu moins tech, mais c'est quand même important, surtout dans les grandes entreprises. Je ne vais pas vous le détailler, mais globalement, on a remis en place, on a réécrit une espèce de processus global un peu plus clair et compréhensible pour tout le monde, pour qu'on s'organise correctement en tripartite. C'est-à-dire en gros, nous, équipe de conteneurisation qui maîtrisons bien les outils de scan, les principes de conteneurisation, nos collègues côté cybersécu, côté CERT, pour savoir comment on s'échange des données, comment on se partage les données. Globalement, on a la source de vérité, ils l'exploitent, ils font l'analyse et ils alertent. Et après, comment on échange à la fois nous et la cybersécurité auprès de tous les clients pour lancer les vagues de remédiation. Donc voilà, il y a des Power BI partout, parce que finalement, aujourd'hui, on a tout le monde qui utilise ce qu'on a monté. C'est utile à la fois pour nous, pour suivre notre catalogue, le CERT pour les analyses de sécu, et côté client pour faire les analyses régulières, etc. Et voilà. On met en musique ça avec des points réguliers entre les RSSI, etc. On anime ça partout. Ok, donc du coup, de l'expérience, il y a quand même quelques règles d'or qui en sont ressorties et qu'on demande aussi au projet, parce qu'il y a donc un travail, même si la sécurité, ça concerne tout le monde, il y a un travail d'éducation à faire auprès des projets qui n'ont pas forcément la maturité sur le sujet. Tout d'abord, c'est l'immuabilité des images. C'est qu'une image, en fait, elle est figée. Dès qu'il y a une modification dessus, elle doit faire l'objet en fait, d'un versionning pour pouvoir avoir un état des lieux fixe et pas en fait avoir une multitude de versions, même avec la même taille, qui auraient des modifications différentes. L'exposition au CVE, l'idée c'est d'avoir une image la plus propre possible avec une petite surface d'attaque, embarquer que le nécessaire, pas d'outils inutiles qui partiraient en production, qui pourraient être exploités. Il faut éduquer aussi les projets, tout ce qui est patch management et l'obsolescence. Ce qu'on rencontrait, c'est que les projets, ils n'ont pas ça dans la culture, ils n'ont pas ça intégré dans leur MCO projet. Il faut encore leur dire qu'il y a une part de temps, de budget à intégrer justement à la gestion de tout ce qui est sécurité et obsolescence des produits qu'ils utilisent. Et enfin, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est que voilà, la chaîne de CI/CD, elle doit être là présente, à jour, pour pouvoir en fait pouvoir tester, pour pouvoir en fait déployer rapidement, etc., pour justement aborder toute cette problématique de sécurité de façon sereine. Qu'est-ce qu'on doit retenir dans les grandes lignes de l'expérience? Bon, comme on disait, les conteneurs Docker, ça vieillit mal. Si vous êtes un projet dynamique, vous reconstruisez régulièrement, il n'y a pas de souci. Là, il est arrivé que certains projets plus petits, n'ayant pas de budget, conteneurisent leur application, la posent dans un coin et elle vit sa vie pendant des fois plus de 200 jours sans être reconstruite ou quoi que ce soit. Et forcément, donc, de tous ces différents projets, ils ne sont pas tous experts sécu. Il y en a qui sont assez matures pour comprendre en fait, les impacts, etc. d'une faille CVE, mais d'autres non. Donc, il faut faire un travail d'évangélisation et d'explication de tout ça. Et du coup, pour pouvoir adresser tous ces projets et remédier en fait toutes ces failles, forcément, ça met en branle certains processus historiques, les façons de fonctionner des projets, etc. Il faut en fait évangéliser et l'éduquer. On voit aussi que dans notre collaboration avec les équipes sécu, des fois c'est un peu obscur pour eux, ils n'ont pas forcément la maturité en fait sur tout le monde de la conteneurisation et encore moins sur Kubernetes. Donc ça nous a pris beaucoup de temps en fait pour travailler avec eux de concert pour pouvoir en fait aussi les aider dans la montée en compétence sur le sujet. Et enfin, c'est là où on avait fait un travail en avance de phase avant la faille de Forgy, c'est que voilà, sans traçabilité des images déployées sur le parc, avec justement tous les indicateurs, les scans, etc., c'est extrêmement compliqué d'identifier
qui ou quoi est déployé sur le SI pour pouvoir faire ce travail d'organisation. Donc, le travail de traçabilité, on l'avait déjà fait en amont, mais là, ça nous a pris énormément de temps pour le consolider et puis pour pouvoir en fait échanger avec les différentes équipes des projets et des équipes de sécurité. Le coût des labels, c'est quelque chose qu'on s'était dit, on l'a mis en place en 2019. On s'est dit, ça pourrait nous servir un jour si jamais on a un pépin sur le parc. Comment on pourrait faire pour retrouver facilement nos petits, avoir des espèces de métadonnées. Et en fait, c'est un truc qui tournait historiquement, qu'on exploitait très peu. En fait, on l'avait mis, on avait des petits fichiers Excel qui traînaient à gauche à droite. Et en fait, là, le 4J, ça nous a fait démultiplier d'autres. Mais en fait, heureusement qu'on a fait ça, parce qu'en fait, on avait tout notre parc qui était déjà identifié. Parce qu'en 3 ans, tout le monde avait déjà relivré avec ce nouveau modèle-là et incluait déjà les labels dans leurs images. Ça nous a plutôt sauvé les fesses. Et ça, combiné justement avec nos scripts d'inventaire et les outils d'audit comme Datadog, etc., ça nous permet de monter l'information et les agréger après. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai une question que je peux peut-être adresser à tous les participants de cette journée. Alors, ça fait... mais je vous êtes les deuxièmes à dire qu'il ne faut pas utiliser les images de test. Or, moi, un des travers que je constate, je suis un fan du DevOps, mais un des travers que je constate, c'est que les développeurs commencent à dire non, mais attends, c'est compliqué, là, les workflows, Gitflow, choses comme ça, gestion de plusieurs releases. Non, mais là, on déploie de manière continue, donc il y a un problème, on diffuse une nouvelle version et on voit une adoption massive de workflows très simplistes, à mon goût, qu'on appelle trunk-based, où, grosso modo, toutes les corrections se retrouvent dans la dernière version. Et ça, c'est antinomique. Du coup, la correction de sa dernière version et on déploie la dernière version, c'est antinomique avec la règle de sécurité qui dit qu'on n'utilise pas la dernière version parce qu'elle n'est pas assez mature, on n'a pas assez de retour dessus. Êtes-vous confronté au problème et le cas échéant, comment le gérer? Le truc qui nous est déjà arrivé, on demande de ne pas rentrer en fait les tests, c'est surtout pour ne pas rencontrer des incidents en production où il y aurait des décalages sur justement les images utilisées. Typiquement, sur une machine Docker Engine où tu déploies qu'une seule instance de conteneur, allez, ça ne pose pas trop de problème. Mais récemment, il nous est arrivé un cas de figure comme ça, donc sur une cluster Kubernetes, où on avait un composant, c'était RabbitMQ de mémoire, voilà, où l'éditeur avait en fait mis à jour le même tag. C'est comme si en fait on utilisait des tests. Le même tag en fait de l'image. Il se retrouvait au reboot en fait du cluster au petit matin. C'est ça. Il y avait des nœuds. Je ne me souviens plus si c'est un reboot de nœuds. Voilà. Il y avait des nœuds avec la version tag donnée qui n'était pas modifiée, et il y avait des nœuds avec la version tag modifiée par l'éditeur dans la nuit. Et ça a mis en branle en fait toute la production parce que voilà, bien que ce soit la même image, même taille, il y avait des comportements différents qui font que la production est tombée. Donc le but du jeu, voilà, c'est un peu ça, déjà de ne pas utiliser le tag des tests. Et sur nos pipelines, et sur tout ce qui est GitOps, etc., aujourd'hui, on n'y est pas encore. On est encore dans un modèle côté SNCF où on a sacralisé la production avec des principes de promotion, etc. Donc en fait, on a très peu de cas comme ça, de projets qui sont ultra dynamiques, qui, à chaque fois qu'il y a une feature, elle est poussée dans le master et ça part en production. Ça, chez nous, ça existe pas. On est plutôt dans des processus, parce qu'on est quand même assez gros. Et puis, la containerisation, c'est que 20% de nos projets. Donc, on a aussi un gros historique, avec plutôt une organisation utile, avec des changements, des maîtrises de changement, des analyses d'impact, etc. Donc, on est encore... C'est le genre de monde qui se tapote un peu ces deux-là. Voilà. Mais nous, pour l'instant, on n'est pas très peu ça, quoi. En tout cas, on les sensibilise beaucoup sur le fait de ne pas faire des tests et de bien penser à maîtriser justement les versions. Quelles sont les versions qu'ils utilisent? On n'est pas encore confronté au problème. Merci. Vous avez identifié un certain nombre de composants critiques, comme le 4J, OpenSSH, OpenSF. Est-ce que vous contribuez, ou je sais pas, vous êtes en relation d'une manière ou d'une autre avec Upstream, soit du sponsorship ou quoi que ce soit, ou des contributions sur ces communautés open source dont vous dépendez beaucoup? Alors, on a très critiques. Ouais. Nous, on a un contrat avec une boîte externe qui fait du support donc, sur les images open source aussi.
au cas où la communauté open source ne fournit pas de patch open source. Et eux, ils contribuent justement à la communauté open source. Typiquement, c'est sur l'Eclipse Tamarind de mémoire. Voilà. Ils contribuent donc sur la communauté de l'Eclipse Tamarind pour justement avancer sur ce genre de sujet, etc. C'est super, vous êtes tiers de confiance entre les équipes sécurité et puis les équipes prod, mais c'est pour ces 20% qui sont conteneurisés. Qu'est-ce qui est fait pour les 80 autres %? Est-ce que ça veut dire que vous avez plutôt poussé à la containerisation de plus de projets ou ils ont leur propre processus qui fonctionne pour ce genre de problème, pour le Log4j par exemple? Les équipes de sécu, elles adressent à la fois le périmètre containerisation, mais elles adressent aussi en fait, le périmètre on va dire, normal. Et du coup, il n'y a pas de problème pour adresser les deux périmètres. Oui, parce que vous avez montré que c'était quand même assez difficile, même dans un contexte où vous pouviez faire tout le travail d'analyse et d'aide au déploiement. Qu'est-ce qui se passe dans les autres équipes? Comment ça s'est géré? En fait, tu as deux cas de figure. Là, si on prend deux cellules différentes, tu vas avoir globalement Log4j, qui est une librairie plutôt Java, donc du coup, les remédiations dans la plupart des cas, c'était une reconstruction applicative, parce que du coup, c'est un problème de librairie Maven et de référence de librairie dans Maven. Donc là, forcément, nos copains qui font du run et qui font de l'exploitation sur les serveurs, ils n'avaient pas la main, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Donc ils ont été obligés d'aller courir aussi après les projets, comme nous, on a couru après les projets pour les faire corriger. Quand c'est sur des cas comme type OpenSSL, là, autant dans un conteneur, la faille OpenSSL, elle est avérée, elle est dedans. Donc, il faut reconstruire un nouveau conteneur. OpenSSL, quand c'est sur des serveurs, globalement, tu peux patcher la version d'OpenSSL directement sur le serveur et tu ne demandes rien à ton client. C'est transparent pour lui, il y a ton équipe de run qui va te le faire. Bon, des fois, ça casse les machines, c'est pas parfait, mais voilà. Nous, avec la containerisation, ce qui se passe, c'est que globalement, c'est un peu plus simple d'esprit, c'est que globalement, que ce soit une faille applicative ou une faille plutôt système, dans tous les cas, on se pose pas la question pour reconstruire. Et chose qui, historiquement, dans le monde de la virtualisation, on scinde bien les deux activités de patch management du bas niveau du socle et le patch management applicatif. Historiquement, le patch management applicatif n'était pas très bien fait et le socle était plutôt bien fait. C'est ça la différence. Mais on a plein de choses en place, c'est juste les pratiques, en tout cas, même au sens large, les pratiques entre la containerisation et la virtualisation ne sont pas les mêmes, tout à fait. Alors, ça tire plus de sujets de GitHub, de reconstruction rapide, on s'appuie beaucoup plus sur les chaînes de CI/CD aujourd'hui, avec la containerisation, qu'on le fait avec 80% du reste de notre récit. Oui. Vous avez une petite idée ou estimer un petit peu la charge en ETP de ce qu'elle va représenter cette crise, cette gestion de la crise? Au global? Global, pas direct ou indirect? Alors, dans l'équipe chez nous, on a été 2 personnes à temps plein pendant 3 mois à peu près, pour le temps de tout retracer, contrôler, etc. C'était énorme. Et après, au global, dans la boîte, je ne saurais pas dire, mais on était vraiment en train de... En fait, on avait des réunions de crise pour le suivi de la crise. On en avait tous les 2 jours et on était 80. Quoi. Parce que là, surtout dans ce cas de Log4j, en fait, ça aurait été du socle bas niveau d'OpenSSL. En fait, 80% de notre récit aurait été patché, en fait. Et ça s'est passé inaperçu. Là, quand on se paye des CVE, et c'est bien le sujet de la supply chain d'avant, des CVE ou des trucs malicieux qui sont au niveau applicatif, c'est-à-dire que quand on a un groupe comme ça et qu'on a 1500 projets qui tournent dans le SI, c'est-à-dire qu'on a 1500 interlocuteurs. On n'a pas le choix. Écoutez. Côté outils que vous avez eu pour gérer ces incidents, est-ce que vous avez des idées ou des souhaits, des features, d'autres outils qui sont apparus pour vous aider? Il y a le sujet des SBOM, qui peut nous aider dans... Alors, les SBOM, comment on voit le truc, c'est surtout que c'est plus simple de scanner un SBOM dans un fichier JSON que de scanner toute une registrie d'images.
en termes de volume, etc., c'est quand même beaucoup plus petit, c'est quand même beaucoup plus performant. Aujourd'hui, notre registry d'image, elle a 80 000 images à l'intérieur, une salle de prod. On rescanne toutes les images toutes les semaines. Pour être à jour. Parce que de toute façon, on est obligé de tout repasser en revue systématiquement, quasiment en permanence. Et ça nous coûte du compute, c'est pas négligeable. Donc passer sur les S-Bombs, ça pourrait être une première bonne option. Et après, là, les choses, bon, là, c'est une espèce de grosse maquette en Power BI, elle fait le taf et ça marche plutôt bien. Après, on réfléchit potentiellement à se monter des outils, notamment tout ce qui est solution pour distribuer, constituer un catalogue d'images et toutes les features qu'il y a autour, à savoir si il y a les communautés upstream, elles poussent des choses régulièrement, s'il y a des choses à resynchro, des nouveaux tags disponibles, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on fait encore à la main. Pour l'instant, on n'a pas trouvé d'outils open source ou de solutions qui nous bottent bien. Donc, surtout sur ces parties-là. Et après, sur le reste, après, on a plein d'autres choses qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, mais enfin, sur les infra Kubernetes, notamment, on est hyper outillé. Puisque l'écosystème, il est en plus là, sur les derniers événements, Cloud Native, il y a eu énormément de conférences sur la sécurité. Il y a énormément d'outils qui sortent de terre et qui sont plus fiables là, sur ces parties-là. Donc, on a le choix. Ce qui est chiant, c'est, pour nous, ce qui est difficile aujourd'hui pour nous, c'est Docker. Plutôt Docker sur les VR, en fait. On est un peu dans l'ancien monde de la vertu avec ça, et c'est difficile à adresser. On n'a pas de solution magique, unique qui couvre tout.